cette émission, Monsieur le ministre, pour commencer, beaucoup indexent la République démocratique du Congo, je dirais même plus, accuse la RDC de n'avoir aucune politique efficace pour assurer son lobbying au niveau extérieur. Réaction? Bien, je crois qu'on dit beaucoup de choses partout. Il y en a qui sont vraies et il y en a bien sûr qui sont infondées. Depuis 2001, la République démocratique du Congo est remise dans le concert des nations. Le président Joseph Kabila a sorti notre pays, dès son arrivée au pouvoir, d'un isolement diplomatique injuste. Avec le programme intérimaire renforcé, nous avons repris langue avec les institutions financières internationales. Nous avons aussi repris les relations diplomatiques dans toute leur essence avec nos partenaires traditionnels et avec, bien sûr, la grande communauté africaine et le reste du monde. La diplomatie congolaise est un peu plus agissante depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'il faut toujours améliorer le lobby international de son pays, mais le lobby c'est d'abord votre outil diplomatique. Le lobby c'est d'abord l'image du président de la République, qui, comme vous le savez, au terme de la Constitution, représente la nation et l'incarnation de l'unité nationale. Et donc, là aussi, les citoyens congolais ont un devoir et un rôle majeur, qui est celui de défendre leur pays en défendant aussi le symbole de l'unité nationale sur le plan purement patriotique et non sur le plan partisan. Le symbole de l'unité nationale qu'est le président de la République. Et en cela, le sursaut patriotique est nécessaire, plus que jamais d'actualité, parce qu'au-delà des clivages politiques, au-delà de nos divergences en tout genre, pas seulement politiques, eh bien nous devons resserrer les liens en ce qui concerne le socle du vivre ensemble, qui est l'ordre républicain, le pacte républicain, qui n'est pas qu'écrit, qui est aussi dans les attitudes, dans la culture politique, dans la culture citoyenne. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas reprocher à l'RDC de manquer de présence sur la scène internationale. Je crois que nous faisons, comme il se doit, la politique de nos moyens, parce qu'un État ne peut faire que la politique de ses moyens, avec son génie propre. L'arrivée aussi, depuis près de 2 mois maintenant, de Léonard Sékou-Kitundu à la tête de la diplomatie congolaise, s'inscrit dans cette logique, dans cette perspective d'un nouveau souffle, d'impulser une énergie nouvelle à une diplomatie agissante pour aller plus loin. Ces 2 derniers temps, nous avons suivi la presse religieusement, les déclarations de l'extérieur du pays ne sont pas favorables pour la République démocratique du Congo. Beaucoup de pays, la plupart. Est-ce que la RDC est encore crédible aux yeux des multinationaux? Vous savez parfaitement que les pesanteurs en tout genre, un projet de démembrement de la RDC depuis notre indépendance existe toujours. Il y a des choses qui nous tirent vers le bas. Vous savez, la vision de développement de ce pays qui est celle du président Joseph Kabila, vous savez aussi combien on nous met de bâtons dans les roues depuis des années, avec l'insécurité à l'Est, avec un manque de soutien financier aux efforts de développement de la RDC, qui est obligé aussi de mettre un accent plus fort sur la coopération sud-sud, sur cette ouverture aux pays d'Asie, d'Amérique latine notamment, parce que la RDC a vocation à entretenir, en tant que grande nation, des relations avec ses partenaires traditionnels, mais aussi avec de nouveaux partenaires, avec
l'ensemble des pays du monde, avec bien sûr un accent particulier sur l'Afrique, parce que nous avons une vocation africaine majeure, comme vous le savez, l'intégration régionale. Voilà pourquoi le ministère est celui des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, parce que des défis énormes nous attendent. Il faut que nous allions vers une zone de libre-échange en Afrique, en intégrant d'abord nos pays dans des sous-régions fortes, où l'union douanière et commerciale se fera jour, où, comme en Europe occidentale, nous pourrons construire un marché prospère. On n'atteindra pas le niveau de l'Europe aujourd'hui, mais quand même, où nous pouvons espérer augmenter le niveau de vie de nos populations. Les pays donnent l'impression d'être renfermés sur lui-même. Non, pas du tout. Le Congo est aujourd'hui au cœur... Sérieux, on ne veut plus de la RDC? Non, non, pas du tout. Il ne faut pas réduire la communauté internationale à quelques lobbies, précisément, ou à quelques pays étrangers, ou même à l'Union européenne. Nos partenaires traditionnels sont, bien sûr, importants. Nous comptons toujours avec la même ouverture sur leur apport, leur soutien et leur collaboration, mais nous avons d'abord une vocation africaine. Et l'intégration régionale est au cœur du projet politique du président Joseph Kabila et du gouvernement Badibanga. Donc, nous travaillons sur cela. Voilà pourquoi la RDC est au cœur de la CIRGL, au cœur de la communauté économique des pays des Grands Lacs, au cœur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au cœur du COMESA et bien sûr au cœur de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC pour le sigle anglais. Vous êtes les conseillers diplomatiques du gouvernement, donc votre département ministériel. Vous vous inscrivez, vous, dans votre département ministériel, dans la continuité de la politique étrangère, dans la politique extérieure de l'ancien gouvernement Matata, ou bien vous vous inscrivez dans une sorte d'une rupture? Ah, rupture certainement pas. Bien sûr que nous poursuivons là où le gouvernement Matata a fait du chemin. Nous nous basons sur le bilan du gouvernement Matata et donc du président de la République pour continuer sur cette lancée, n'est-ce pas? Donc, il y a une continuation et une continuité. Nous continuons ce qui doit l'être parce que nous sommes fiers de l'action du président de la République. Vous savez, la diplomatie, c'est d'abord l'affaire du chef de l'État, constitutionnellement. C'est un domaine où le président de la République a un rôle central. Et donc le gouvernement exécute la vision du président de la République dans son programme, celui du gouvernement, et il s'agit pour nous d'intensifier la présence de la RDC sur la scène internationale. C'est pour ça que le vice-premier ministre Sheoki Tundu est là et que nous le soutenons. Nous jouons un rôle d'appui en tant que ses adjoints. Et moi en tant que son adjoint aux affaires étrangères. Donc nous sommes là vraiment pour faire en sorte que la diplomatie aille plus loin. Et je crois que les résultats sont déjà perceptibles à moins de 100 jours de l'action de ce gouvernement. Vous avez noté ce souffle nouveau. Nous avons pu clarifier des choses par rapport à si ce n'est pas des malentendus, mais en tout cas une mauvaise compréhension de la situation politique de notre pays. Nous avons eu à clarifier avec des partenaires traditionnels comme la Belgique, comme aussi les États-Unis ou la France. Léonard Sheoki Tundu était dernièrement à Bruxelles où il a pu préciser, vous avez suivi, les choses en ce qui concerne la compréhension de la donne politique actuelle en RDC. Il en a fait de même avec Jean-Marc Ayrault il n'y a pas longtemps, au niveau africain, parce que nous sommes d'abord africains. Vous avez vu que le partenariat de l'Afrique avec la France a été aussi sur la table avec une présence active de la RDC au sommet de Bamako et le sommet de l'Union africaine dernièrement avec le retour du Maroc
grâce aussi au soutien de la RDC, a consacré la présence africaine de la RDC comme une nécessité et un objectif majeur. Donc, la politique diplomatique du président Joseph Kabila, que nous travaillons au quotidien, c'est deux choses, vous le savez, deux axes majeurs, la souveraineté et l'amitié. Très bien. Alors, souveraineté, amitié. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas réajuster les tirs? Parce qu'avec la toute diplomatie, la dernière diplomatie de Matata, le Congo a essuyé des sanctions au niveau international. Oui, merci beaucoup Serge Kabongo. Votre question est extrêmement pertinente. C'est cela même le défi pour la RDC dans le concert des nations. C'est de s'affirmer comme une nation indépendante, ouverte sur le monde, qui tient à sa souveraineté et à la souveraineté des autres États du monde, et qui tient aussi au développement des relations amicales, des relations profitables à tous. Personne n'a le droit de priver la RDC des potentialités de l'exploitation de ces relations avec les pays africains, avec les pays d'Asie, d'Amérique latine, du monde entier. Et avec bien sûr les partenaires traditionnels. Personne n'a le droit d'empêcher la RDC d'intensifier sa présence diplomatique, sa présence dans le concert des nations, dans son partenariat avec la Belgique, avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec tous ses partenaires traditionnels sur le plan bilatéral comme multilatéral. Et je crois que cette vocation internationale du Congo, c'est au cœur de la vision du président de la République qu'il faut la situer. La souveraineté, nous y tenons. Nous ne voulons pas d'ingérence dans nos affaires intérieures. C'est une interdiction, non pas du Congo, mais du droit international. Le droit international interdit l'ingérence dans les affaires intérieures et nous le rappelons de manière tout à fait ferme, mais amicale à nos amis lorsque nous constatons que ce principe est bafoué. Oui, Monsieur Steve Kissondo, on a comme l'impression, Monsieur Yves Kissondo plutôt, on a comme l'impression que vous négociez plus avec d'autres pays, mais vous tournez le dos à la France. Quel degré des relations diplomatiques RDC-France? Il n'est pas question de tourner le dos à quelque pays que ce soit. La RDC est un grand pays au cœur de l'Afrique qui a vocation à développer des relations économiques, politiques, diplomatiques, culturelles avec le monde entier. De la France. Non, mais la France, c'est un partenaire important, majeur. Parce qu'il y a eu une froideur à un moment. Je pense qu'il y a eu, sinon des malentendus, en tout cas, des choses mal comprises par le passé. Vous savez très bien que le président Hollande n'a pas toujours bien saisi la portée de la situation de notre pays sur le plan politique et sur le plan africain. Et je crois que aujourd'hui, le chef de l'État français, mais le gouvernement français comprend mieux la donne, comprend mieux la position du gouvernement congolais, comprend mieux la position du président Joseph Kabila sur la marche de notre nation en tant que partenaire. Donc il peut arriver que des choses soient l'objet d'une lecture incomplète de la part de nos partenaires. Et nous sommes là pour leur signifier, s'il y a des sanctions ciblées comme on dit aujourd'hui, c'est à cause d'une lecture incomplète, d'une lecture erronée, ne fût-ce que partiellement de la situation. Parce qu'on peut mal comprendre, je crois que c'est évident pour tout le monde, que lorsque vous encouragez la classe politique, ses différentes composantes, y compris le gouvernement, en tout cas ceux qui sont aux responsabilités, à dialoguer, il est malvenu dans le même temps de sanctionner ceux que vous poussez à dialoguer, ceux que vous poussez à se maintenir autour de la table. C'est un problème d'équité à ce niveau-là. Donc la France, c'est notre ami. La France, c'est un partenaire traditionnel important et la France a vocation à mieux comprendre la RDC. C'est ce que Léonard Séoki-Tundu a aussi signifié à Jean-Marc Ayrault et à juste titre.
Monsieur le ministre, vous parlez de la zone de libre-échange. Certains pays qui nous contournent ou qui nous envoisinent opèrent déjà dans ces secteurs. Je vais parler du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Le Congo, ça fait 2 années où on nous parle de cette zone de libre-échange. À quand la mise en application? Merci beaucoup, Serge Kaloubi. La zone de libre-échange en Afrique procède de l'intégration régionale. L'Union africaine, à l'exemple de l'Union européenne, est créée pour permettre aux États africains de s'unir de plus en plus dans la vie de tous les jours. Que les populations africaines puissent, dans un élan de développement local, bénéficier d'une stratégie régionale, africaine et sous-régionale. C'est en cela qu'au niveau du COMESA, au niveau de la SADC, au niveau des États d'Afrique centrale, l'intégration régionale, le processus est en cours. Les options sont levées. Nous sommes en train d'aller vers une zone de libre-échange avec la perspective d'une union douanière, d'une union commerciale, avec une mutation qui doit se faire de manière progressive pour permettre à nos États de ne pas voir leurs sources de revenus complètement bouleversées, parce que vous savez que les recettes douanières sont une des principales sources de revenus de notre pays. Or, l'union douanière signifie plus de frontières, plus de douanes entre nos États. C'est un manque à gagner qu'il faut compenser par la production, par aussi une union douanière efficace par rapport aux frontières africaines, parce que c'est là que la douane va exister. Or, vous savez que Mwanda est une porte d'entrée dans notre pays, mais pour l'Afrique aussi, parce que nous sommes à la frontière africaine à Mwanda. C'est le continent africain qui connaît sa limite avec l'océan Atlantique. Et donc, tout cela, ça signifie qu'il y a des choses à mettre en œuvre, à mettre en place. C'est un mécanisme, c'est très technique. On y arrive progressivement. 2017 est une année de l'intégration régionale parce que les pays africains, notamment d'Afrique centrale, travaillent à cela. Mais nous y arriverons de manière progressive. Comment interprétez-vous l'invitation du responsable des affaires étrangères belge qu'il a adressée au patron de la diplomatie congolaise, tout en demandant qu'on puisse établir de canons de communication? À propos de la Belgique, c'est vrai que nous n'avons pas apprécié avant la récente visite du vice-premier ministre Léonard Séo-Kitundou la sortie du chef de la diplomatie belge. Ça, c'est clair. C'était une sortie maladroite, selon nous, totalement inconvenante vis-à-vis de la RDC. Nous avons trouvé le ton peu diplomatique, nous avons trouvé le ton inadéquat et nous l'avons signifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders a invité son homologue congolais qui s'est retrouvé à Bruxelles tout récemment et des choses ont pu être clarifiées et tout se passe pour le mieux parce que nous nous sommes parlé. C'est cela la diplomatie, il faut se parler, il faut se dire les vérités. Et au moment où je vous parle, tout est au beau fixe, les relations sont sous le signe vraiment d'une embellie significative dans la franchise, parce que nous ne sommes pas la Belgique. La Belgique est un pays ami qui a aussi le droit de nous dire
amicalement ce qu'elle pense être bien pour nos relations, pour nous-mêmes. Nous sommes ouverts, nous sommes là pour écouter les conseils des uns et des autres, et d'un partenaire le plus historique qui soit. Très bien dit. Alors, je préfère que nous puissions changer de chapitre, mais avant tout, je vais vous poser une question qui se pose dans la rue, monsieur le ministre. Combien coûte officiellement un passeport? Le passeport ordinaire coûte 185 $. Il y a des frais supplémentaires sur lesquels de l'ordre va être mis, parce que les intervenants font que le passeport arrive finalement à 250, parfois 300 $. Là aussi, avec l'administration des affaires étrangères, nous, autorités politiques, sommes en train de régler la chose pour faire en sorte que les affaires étrangères, le ministère, notre administration, donne un service de qualité aux citoyens congolais pour que, en se rendant à un guichet unique, ici, aux affaires étrangères, avec des agences bancaires sur place, il y en a une, il y en a deux, il y en aura 3 bientôt ici, où il sera possible de payer son formulaire, de faire la démarche, parce qu'un passeport, ça concerne la sécurité du pays, c'est la souveraineté, ou aussi la démarche auprès de l'Agence nationale de renseignement se fait de manière, vous le savez, de manière très aisée, et où donc, en 48 heures, le citoyen congolais peut obtenir sans tracasserie, sans frais supplémentaires, son passeport en bonne et due forme. Vous aurez dans les prochains jours une précision sur le prix définitif. Nous avons fait l'effort de faire en sorte que les commissions indues soient supprimées et que le Congolais puisse, en payant un seul montant et un seul, définitivement passer dans les 48 heures, obtenir son passeport. 48 heures, délai normal, sachant qu'il est toujours possible de payer un délai selon la politique du ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Il est autorisé et permis à un ancien ministre des Affaires étrangères de renouveler son passeport diplomatique. Nous constatons plutôt le contraire, une sorte d'aporie. N'importe quel ministre, pourvu qu'il soit honoraire, peut se permettre de renouveler son passeport diplomatique. Est-ce que cela est autorisé? Non, je dis tout de suite non. Seuls les anciens ministres et vice-ministres des Affaires étrangères ont droit au passeport diplomatique de manière réglementaire. Donc, celui qui a été vice-ministre des Affaires étrangères à l'indépendance où il y a 30 ans a droit aujourd'hui, toute sa vie, à un passeport diplomatique, y compris madame et les enfants mineurs. Mais ça s'arrête là. La réglementation prévoit toute une énumération d'officiels qui ont droit au passeport diplomatique. La réserve ou la nuance est simplement que le ministre des Affaires étrangères, mais pas seulement lui, le président de la République et le Premier ministre, cela va de soi, j'allais dire, ont le pouvoir et le droit d'octroyer un passeport diplomatique à toute personne, et pas seulement à un citoyen congolais, à toute personne qui est jugée par eux, donc, capable ou actif dans la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Donc il est possible que le ministre des Affaires étrangères octroie le passeport diplomatique à un ancien membre du gouvernement. Donc il ne faut pas... Ce ne sont pas des choses généralisées, mais je vous rappelle simplement qu'au-delà de la liste énumérée, le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont le droit d'octroyer le passeport diplomatique. Alors on va changer un tout petit peu de chapitre. Nous allons parler un tout petit peu de toutes ces déclarations à la presse. Nous avons suivi religieusement le membre du gouvernement, Samy Badibanga. Beaucoup ont levé le ton pour dire « nous ne partirons pas ». D'autres ont jugé bon de négocier que l'on reconduise Samy Badibanga. Vous avez choisi le silence-langage. Aucune déclaration à la presse. Non, moi je fais partie d'une famille politique. Je suis du PPRD, le PPRD appartient à la majorité présidentielle
et vous avez suivi nos représentants, aussi bien au dialogue de la Cité de l'Union africaine qu'au dialogue du Centre interdiocésain. Vous avez suivi nos personnalités, nos camarades, qui sont des personnalités qui ont su vous expliquer, les personnalités de qualité. Vous avez suivi. Notre vice-premier ministre lui-même a joué un rôle majeur dans le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous avez suivi, il y a notre secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou, il y a le directeur de cabinet du président de la République, il y a l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, il y a maître Norbert Koulou-Kilombo. Et sur ces plateaux, nous voulons vous entendre, vous. En tant qu'acteur politique, je ne peux que relayer ces personnalités qui ont la charge de négocier pour nous, de négocier pour nous. Non, ça ne peut pas ne pas me plaire parce que je sais que nous faisons les choses en parfaite synergie, en toute intelligence. Le secrétaire général Henri Mova relaye les préoccupations du PPRD au niveau des négociations. Au sein de la majorité présidentielle, au sein de notre délégation. Donc, je sais que nos valeurs et nos opinions sont bien défendues. Je sais que le leadership du président Joseph Kabila est bien défendu. Je sais que je peux compter sur eux, et ils l'ont fait, pour rappeler que la présence de Joseph Kabila à la tête du pays est le fait de la Constitution et non pas d'un accord politique. Donc, à partir de là, je sais aussi que nous avons l'esprit assez ouvert pour comprendre qu'il y a un problème par rapport aux élections. D'abord, la place, on ne l'occupe pas de sa propre volonté. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il y a un accord et que cet accord est signé par la majorité présidentielle, cet accord est soutenu par mon parti, cet accord sera appliqué dans les modalités qui conviendront. L'arrangement particulier n'est pas encore signé. Ce que je sais, c'est que ma famille politique ne peut pas accepter qu'on impose un nom unique au président de la République. Qui dirait vous n'avez pas encore pris le goût du pouvoir comme les autres qui demandent de ne plus partir? Non, ce que nous savons, c'est que l'accord a vocation à être appliqué. Maintenant, il y a des problèmes qui se posent. Je sais que ceux qui sont autour de la table au centre interdiocésain et qui discutent, qui vont rediscuter de l'arrangement particulier, le feront en toute intelligence, en toute sagesse. Et que, évidemment, la disparition d'Étienne Tshisekedi est un événement troublant. On va en parler. Bouleversant sur le plan humain, parce que c'est notre papa qui est parti. Moi, j'avais la fierté d'être sur la scène politique avec un grand comme Étienne Tshisekedi. Après le président de la République, c'était quand même l'acteur politique le plus important. Vous avez tendance à brandir votre famille politique en avant-plan. On dira que ça vous sert un tout petit peu de carquois pour lancer des flèches vers l'opposition. Mais cette même famille politique est reprochée de tirer les choses à longueur pour compliquer un peu le calcul de la CENI, l'organisation des élections d'ici 2017. Votre réaction? Ce que nous employons à dire aussi à nos partenaires extérieurs, c'est que la mise en place d'un gouvernement, c'est une procédure. Ce n'est pas de l'émotionnel, c'est une procédure, c'est un processus. Il faut d'abord signer l'arrangement particulier, et la décence veut quand même que l'on accorde des obsèques dignes de son rang au président Étienne Tshisekedi, dont nous avons eu la fierté de partager la scène politique avec lui. Lui, bien sûr, au sommet du leadership politique, et nous, là où nous sommes, en tant que leader aussi. Mais parmi les principaux leaders, il y a Joseph Kabila et il y avait Étienne Tshisekedi. Donc, et moi, quand je me suis engagé en politique, il y a 25 ans, l'un des principaux leaders était déjà Étienne Tshisekedi. Je crois que après les obsèques, nous pourrons revenir à la table des négociations pour finaliser les choses, avec bien sûr la donne importante de ce que l'opposition est aujourd'hui beaucoup diminuée.
elle a perdu près de 70% de sa force avec la disparition d'Étienne Tshisekedi. Non, vous savez bien qu'Étienne Tshisekedi, à lui seul, ça c'est mon opinion personnelle. Oui, voilà, je n'engage pas particulièrement les affaires étrangères sur cette question, mais ni le gouvernement, mais je crois que beaucoup pensent la même chose. L'opposition en RDC, et même l'accord du 31 décembre a été beaucoup personnalisé, même si on n'a pas cité nommément Étienne Tshisekedi, mais vous savez très bien que c'était quand même du taillé sur mesure, ça il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, l'opposition a perdu 70%, 70% de sa force. Dire le contraire, c'est nier ce qu'était Étienne Tshisekedi. Très bien. Monsieur le ministre, j'en viens maintenant à la politique. Vous jouez là le maintien ou bien vous jouez les départs? Et dites-moi, dans quel état d'esprit vous travaillez, monsieur le ministre? Quand on vous dit déjà qu'il y a un accord, il reste l'arrangement particulier. Et si vous a été demandé de choisir un poste, vous aimeriez rester à la diplomatie ou bien choisir autre département ministériel à l'issue de la signature des arrangements particuliers? Oui, d'abord, vous savez, jouer le départ ou le maintien, les choses ne dépendent pas de nous, j'allais dire, même collectivement, même individuellement. Un gouvernement est là dans un contexte politique bien précis. C'est en général suite à une victoire électorale et pour le moment il y a un processus qui a pris du retard. Nous sommes là à l'objet d'un accord politique, nous sommes un gouvernement d'union nationale. Donc il faut savoir que nous qui ne sommes pas en politique par hasard, nous sommes conscients d'une chose. Un mandat, c'est un mandat. Vous êtes là, vous ne savez pas si vous êtes là pour 1 mois, 2 mois, c'est selon 6 mois, 1 an. Donc il faut penser au jour de votre départ lorsque vous entrez au gouvernement. Donc moi je suis de cette école-là et je me dis le temps est précieux, il faut donner le maximum, le meilleur de soi-même pour des résultats dans son secteur pour le bien des Congolais. C'est pour ça que nous sommes là. C'est de l'abnégation. Il y a de l'abnégation. Il n'y a pas que les honneurs ou des avantages de ministre, il y a surtout un souci de résultat. Monsieur le ministre, on a parlé gouvernement, Sami Badibanga et consorts, puisque vous êtes membre du gouvernement, mais n'oublions pas que vous êtes notable né Congo. À chaque fois que les Congo central est dérangé, nos yeux sont tournés tout de suite vers Yves Kisombe, ministre des Affaires étrangères, vers Kiakwama, vers les autres. Le fils et les filles de la cataracte ont été de nouveau tués. Tués par les adeptes des Bundu Diamayala au Congo central et aujourd'hui à Kinshasa. Ces mêmes gens ont engagé un bras de fer contre les forces de l'ordre. En passant, votre collègue des ITPR, lui aussi, est ciblé et menacé en tant que notable des Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation actuelle et que pouvez-vous demander aux frères Congo? D'abord, je dis ici ma compassion, ma tristesse envers les familles endeuillées par les actions, les actes criminels de Nemwanda Semi. Ça fait 9 ans aujourd'hui, bientôt, que d'autres élus et moi-même, nous sommes levés pour condamner la dérive de Nemwanda Semi, qui est un illuminé, qui est un gourou d'une secte. On a cru à un moment qu'il allait s'assagir, mais vous voyez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À l'époque, certains n'avaient pas bien compris, pensant que nous pouvions couvrir des bavures policières ou justifier une mort indue, injustifiable de nos compatriotes d'abord et de nos frères et sœurs Bakongo.
C'est impossible, c'est impensable. Nous n'avons jamais défendu, je n'ai jamais défendu aucune bavure. Je n'ai jamais défendu aucun cas de violation des droits de l'homme. Mais j'ai toujours défendu l'ordre républicain, auquel chacun de nous doit contribuer. Il y a une ligne rouge, et je dis aux frères les Congos, qui aiment la palabre et qui aiment trouver des compromis parfois mous, que quand on franchit la ligne rouge, il n'est plus possible de tolérer quoi que ce soit. Tuer des innocents, s'attaquer aux symboles de l'État, ravir des armes à des policiers pour tirer sur eux, tirer sur un cortège militaire, obligé simplement parce qu'il a le souci de préserver des vies humaines, un officier général a rebroussé chemin sur ordre de sa hiérarchie face à un Nemwanda Semi insignifiant, simplement parce que le pouvoir en place, le gouvernement, les forces de défense et de sécurité sont soucieuses de ne pas gâcher la moindre vie, si moindre il y a, la moindre vie humaine dans ce pays. Voilà, là où il pourrait y avoir des centaines de morts, vous avez un souci permanent des autorités depuis plus de 10 ans avec le phénomène BDK de réduire le plus possible. Vous voyez ce qui se passe ici à Kinshasa avec l'opération policière? On aurait pu neutraliser Nemwanda Semi très rapidement, mais il y a le souci du général Kanyama, de la police provinciale, de la police nationale congolaise au niveau du commissariat général, du ministère de l'Intérieur, de la sécurité, des services, de ne pas faire couler le sang indûment ou d'éviter le plus possible. Mais Nemwanda Semi, qui de toute évidence, selon moi, souffre de pathologies de type psychiatrique, parce qu'il faut lire ces déclarations, il faut lire les signes de ces actions. Mais je ne suis pas la justice, je pense que la justice, avant de le juger, doit recourir aux experts psychiatriques assermentés pour qu'on nous dise si ce compatriote, qui est un danger public puisqu'il cause mort d'homme, le fait d'outrager le président de la République, je sais que pour le chef de l'État, ce n'est pas la chose la plus importante. Il encaisse toujours. Outrager le chef de l'État avec des choses irrationnelles. Je dis au passage pour l'opinion, en ce qui concerne le président de la République, c'est une fausseté. C'est un mensonge, je vous l'ai dit. Être rwandais, ce n'est pas une injure. Maintenant, traiter quelqu'un de rwandais en sachant qu'il a l'obligation d'être congolais par rapport à sa fonction, ce n'est pas simplement un mensonge, ça devient un outrage. Parce que vous portez atteinte à son honneur, à sa crédibilité, à sa dignité, à sa personnalité, à son honorabilité. Et donc, les outrages ne concernent pas que le président de la République. Dans la loi pénale dans notre pays, et partout, dans toutes les démocraties, il n'y a pas de démocratie sans justice. Il n'y a pas de démocratie sans ligne rouge à ne pas franchir. Allez insulter, allez à la place royale, par exemple, à Bruxelles, dire que Philippe n'est pas belge. Philippe, rentre aux Pays-Bas. Vous allez être arrêté, traduit en justice, condamné. Et monsieur le ministre, lui, il y a peu, il accordait 3 ans à celui qu'il appelle rwandais aujourd'hui. Voilà, suite à un différend, parce que il s'attendait à devenir ministre, Nemwanda Semi, et comme il avait convenu que le poste de vice-ministre devrait revenir, si c'est ce poste-là qui est attribué à sa formation politique comme quota, ce serait son adjoint, son vice-président, l'actuel vice-ministre Papi Matezolo, mon frère des ITPR, l'adjoint de Thomas Louaka, et je les salue tous les deux au passage, mon frère Papi Matezolo, et je lui dis toute ma compassion, mon collègue et frère, parce qu'il a été vraiment diminué dans son patrimoine, attaqué dans son honneur, dans sa dignité, physiquement. Il a perdu beaucoup là-bas à Kimpese à cause de la folie de Nemwanda Semi. Ce n'est pas quelqu'un de déséquilibré mentalement, comme Nemwanda Semi, qui peut impressionner l'opinion sur tout ça. Monsieur le ministre, on va finir cette émission avec cette question qui démontre vraiment votre franchise. Beaucoup s'accordent du côté de l'opposition sur un choix. Et Félix Tshisekedi
dit comme Premier ministre, vous, en tant que politique, vous avez sûrement suivi l'évolution de beaucoup de politiques dans ces pays, notamment de Premier ministre. Ici, plusieurs régimes. Vous pensez que ces messieurs sera à la hauteur ou le choix est favorable pour un pays aussi grand que la République démocratique du Congo qui attend beaucoup? Moi, je suis heureux qu'un Premier ministre remarquable, qu'a été Matata Ponyo, ait succédé un homme capable de lui succéder, l'honorable Samy Badibanga, élu du peuple, imprégné des réalités congolaises et qui m'a fait grande impression lors de notre investiture. Bien sûr, j'avais lu le programme, mais je crois que le programme de ce gouvernement, qui porte sur plus d'1 an et demi environ, est un programme ambitieux que nous nous employons à exécuter. Je pense que les 100 jours venus, si nous devions atteindre 100 jours, je crois que ce sera un bilan d'étape déjà remarquable. Donc, il n'est pas facile de succéder à des hommes que le président a choisis judicieusement, comme Samy Badibanga, dans ce cadre, dans ce contexte politique bien précis. Mais le génie congolais existe et il est en chacun de nous, messieurs les journalistes, nous-mêmes, tous ceux qui sont là. Il est en chacun de nous, en chaque fils et fille du pays. Donc moi, je ne minimise personne. Mais je dis que le président de la République a un pouvoir discrétionnaire en matière de nomination du Premier ministre et qu'en aucun cas, je n'accepterai qu'il lui soit imposé, je le dis à mon modeste niveau, mais je crois que c'est ce que pense, c'est le fond de la pensée de ma famille politique. Nous ne pouvons accepter que le président de la République soit transformé en simple autorité qui signe. Non. Le président fait un choix. Et l'accord du 31 décembre ne saurait contrarier cette règle constitutionnelle. Merci. Merci à vous, Monsieur Yves Kisombe, d'avoir disponibilisé de votre temps, surtout que nous avons évoqué bon nombre de choses. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.